Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Ce que je fais, le ministère de la Justice m'envoie des gens à défendre bénévolement, je le fais. Des juges à Palimé, quand des gens sont en difficulté, disent allez voir Maître Degli, je les défends. À d'autres endroits, on m'envoie des gens. Qui plus est, si c'est des gens de chez moi, de Koloto, dont je suis natif, il faut que je leur porte un concours et je le leur porte. C'est la seule chose que peut-être j'ai pu faire, mais ce n'est pas dans le cadre, je ne suis pas rentré dans le cadre d'une campagne. Il m'a appelé du terrain, il m'a demandé, et je lui ai dit je le ferai bénévolement. Et je le fais bénévolement. Est-ce qu'on peut déduire là que vous êtes très attaché à votre région, que quelque part même les clivages politiques, vous les transcendez quand il s'agit de votre région, puisque vous parlez là de vos frères? Oui, Pierrot, je vous ai parlé ici de comment, à partir de 2015, j'ai attiré l'attention du chef de l'État sur la nécessité de réparer ou de mettre des infrastructures dans le Kloto et notamment dans Balimé. Routes, caniveaux, curage des rivières, électricité. Et le chef de l'État nous a répondu. J'ai fait ce travail dans le cadre de mon association Bâtir le Togo. Nous sommes restés à demander. Le chef de l'État a répondu. Aujourd'hui, Balimé est une autre ville. Le chef de l'État a fait un travail immense là-bas pour lequel nous l'avons remercié, nous continuons de le remercier. Chez moi, c'est autre chose pour moi. Vous savez, je suis très attaché au milieu dont je suis issu. Et je trouve que quand je parle du bien-être des Togolais, la charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. Il faut au moins le bien-être des gens avec qui j'ai vécu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je disais quelque part à quelqu'un au cours d'un débat, je peux me tromper, vous pouvez me démentir après avoir écouté ce que vous venez de dire, qu'en réalité, quand les acteurs politiques parlent du peuple, le peuple c'est d'abord eux, leurs femmes, leurs familles, leurs enfants, les gens de leur région. Est-ce que c'est pas un peu ce que vous êtes en train de dire, puisque quand vous parlez de vos frères, cela suppose que vous mettez ceux de Kloto avant par exemple les gens de Daban. Là, très loin, puisqu'ils sont encore très loin là. Non, quand je parle de peuple, et quand je parle de mes frères, je parle de tous les Togolais. Mais, vous savez, nous sommes dans un pays où vous ne pouvez pas demander, par exemple, au chef de l'État, au gouvernement, de tout faire et de tout faire en même temps. Commencez par chez vous. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que le professeur Kokoroko aussi a fait, c'est ce qui lui a valu cet engouement dans la région de Koloto, qui lui a permis de gagner les élections haut la main comme il a fait. Parce que vous savez, depuis que la région de Balimé, de Koloto a des ministres dans les gouvernements successifs, depuis Olympio, surtout depuis Eyadema, jusqu'à Fort Gnassingbé, aucun ministre, je le dis bien, aucun ministre ne s'est comporté comme Kokoroko l'a fait. La plupart des ministres qui nous ont été nommés, c'est eux et puis c'est tout. Ministre, premier ministre dans le Kloto, membres de l'Assemblée dans le Kloto, les gens ont travaillé pour eux et pour eux seuls. Kokoroko a été la première personne à s'être intéressé aux populations de sa région natale, de la manière dont cela a été fait. Et ça s'est traduit. Moi j'ai entendu des femmes tenant des bâtons, des vieilles femmes tenant des bâtons, disant mais j'avais Dakone, Kokoroko via, Kokoroko via. Je n'ai jamais entendu ça. Il y a un quartier à Palimé que les gens ont surnommé Soweto. Depuis 92, ce quartier n'a jamais voté pour le parti au pouvoir. Jamais. Cette année, ça a été le contraire. Et ça a été le contraire dans une mesure tellement large qu'on se pose des questions. Tout simplement, vous êtes ministre, vous êtes homme politique, vous travaillez pour tout le pays, vous travaillez pour tous vos concitoyens, mais la charité bien ordonnée commence aussi souvent par soi. Vous parlez de votre frère Kokoroko, mais ce faisant là, la façon dont vous en parlez, de façon dithyrambique, est-ce que ça va pas lui valoir des ennuis, parce qu'on sait très bien que dans nos pays, en Afrique notamment, au Togo, il est rare d'écouter quelqu'un qui a des regards très critiques sur le pouvoir notamment, et de prendre un et d'en fait
une étoile, comme vous êtes en train de faire là. Vous savez, quand je parle de Kokoroko et de ce qu'il fait, je ne crois pas que j'en parle de façon dithyrambique. Kokoroko a été à l'université, il a posé des actes, j'en ai parlé, non pas parce que Kokoroko Dodi vienne chez moi, non. Kokoroko Dodi, il sait très bien combien de critiques je lui porte et que je lui porte directement sur certaines façons de faire des choses que je vois et que je trouve pas à mon goût et que je lui dis. Et les gens m'ont dit, des gens m'ont fait des critiques en disant, oui, vous parlez de Kokoroko, vous l'appréciez, mais vous ne pouvez pas imaginer combien de méthodes dictatoriales il utilise. Et je leur réponds, oui, c'est bon. Nous sommes dans un pays où la dictature a été toujours de mise. Combien de résultats les gens qui utilisent la dictature nous donnent? Si un jour vous rencontrez quelqu'un qui utilise également les méthodes dictatoriales, mais qui donne des résultats qui vont à l'avantage des populations, eh bien vous devez pouvoir l'apprécier. En ce moment-là, on parle de dictature éclairée. Mais je ne parle pas uniquement que de Kokoroko. Je vous parlerai de Bojona, par exemple. Bojona, avec qui je ne suis pas le meilleur ami, même si son père et mon père ont été du culte ensemble dans les années 60. Bojona, qui pose des actes, et qui a posé des actes qui ont fait que quand ce monsieur a été sorti du gouvernement, a été sorti de l'entourage du chef de l'État à un moment donné, les gens ont demandé qu'il revienne. Les gens voulaient qu'il revienne. Au niveau de l'opposition, les gens le cherchaient. Il est revenu aujourd'hui, il refait la même chose. J'ai dernièrement eu, dans le cadre de la nouvelle constitution, des discussions, bâtir le Togo, gouvernement avec comme interlocuteur Pascal Bojona, et on a discuté de la méthode qui n'est pas, que nous considérions comme mauvaise, du contenu de texte qu'il faut changer, et dans nos discussions, j'ai relevé à M. Bojona, j'ai relevé à son attention le fait que la situation des droits de l'homme dans notre pays était absolument inadmissible. Et notamment le fait que lorsque le gouvernement est passé par la méthode qui n'est pas bonne pour adopter la nouvelle constitution, et que les gens ont voulu protester, des gens à qui on n'a pas permis de pouvoir discuter de ce texte dans le cadre d'un référendum ont voulu protester, on soit allé dans les bureaux des partis, dans le siège des partis, pour lancer des gaz lacrymogènes. Et j'avais protesté. Et Bojona m'a dit ceci. Je dois la vérité de dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Jean, parce qu'on s'appelle par nos prénoms, je ne crois pas que le chef de l'État est au courant de tout ce que vous dites là. Je vais lui faire un rapport, je crois que ça changera. Pardon, les lendemains qui ont suivi, effectivement, j'ai eu le retour, quelque chose a changé. Lorsque j'ai approché mon grand frère Apévon Dodi, et que je lui ai dit, Paul, vous pouvez faire des manifestations, parce que des dispositions sont prises pour qu'on ne vous fasse pas ce qu'on vous a fait là. Apévon m'a dit, non, c'est pas vrai. Ils nous laisseront peut-être juste organiser nos manifestations pour les élections, la campagne électorale. Je lui ai dit non. Non, je crois en ce que je dis. J'ai travaillé avec Bojona pour écrire la loi sur les manifestations au Togo. Et quand il m'a dit ça, je le croyais. Et quand il est parti, il a obtenu ce résultat. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des manifestations sur cette constitution sans que les restrictions inadmissibles qui existaient avant ne soient encore de mise. Donc quelqu'un comme Bojona, il n'est pas de chez moi. Mais je ne peux pas ne pas apprécier ce qu'il a fait. Et je souhaite qu'il continue de le faire comme il l'a fait par le passé, pour que cette situation d'ambiance beaucoup moins délétère qu'il y avait, et cette ambiance d'un peu d'harmonie et de moins de situations délétères, il avait entretenu quand il était ministre. Je voudrais qu'il puisse continuer de le faire quand il est revenu. Attendons quelques instants sur Pascal Bojona. Il n'était pas prévu que nous en parlions, ouais. Même puisque vous parlez de Pascal Bojona. Est-ce qu'il reste utile pour l'ensemble des Togolais? Parce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un que beaucoup de Togolais ont mis à un niveau donné. Le fait qu'il soit revenu et nommé notamment conseiller chargé des affaires politiques auprès du chef de l'État et la ministre à la présidence, beaucoup se posent des questions. Je pense que peut-être qu'il n'a pas aujourd'hui toute la dimension qu'il avait hier et qui lui a permis de pouvoir faire un certain nombre de choses qui ont évité les situations conflictuelles dans le pays. Mais connaissant un tout petit peu l'homme, je crois qu'il sera en mesure de reprendre cette dynamique-là. Et c'est ce qu'il a fait dans le cadre de ces discussions que nous avons eues. Et j'espère, je dirais même je souhaite,
qui puisse le faire parce que la situation aujourd'hui d'antagonisme absolu n'est pas normale. Il faut qu'il y ait quelqu'un du côté du pouvoir qui puisse, comme disent les Anglais, reach out to the opposition, qui puisse tendre la main à l'opposition, discuter pour que les sujets les plus controversés deviennent des sujets faciles à porter par tout le monde. Quand on évoquait tantôt votre frère Dodi Kokoroko, et quand on évoque les élections, puisque vous en parlez un peu, vous semblez croire aux résultats qui ont été donnés, puisque la façon dont vous en parlez, vous êtes l'une des rares voix, et je ne vous classe pas au niveau de l'opposition, vous n'êtes pas d'un parti politique, votre association porte des regards très critiques sur l'action du gouvernement, à apprécier les résultats, puisque beaucoup pensent que ces résultats ont été une nouvelle fois des résultats traficotés. Visiblement, vous semblez croire tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu un regard sur ce qui s'est passé dans toutes les préfectures, dans tous les bureaux électoraux du Togo, mais j'ai un regard sur ce qui s'est passé dans le Kloto. Et j'ai positionné des gars, je dirais même que à travers une association, j'ai pu faire le monitoring, un peu, la supervision des élections, et je crois que dans le Kloto, il n'y a pas quoi que ce soit à dire. Il n'y a rien à dire. Pas de bourrage d'urne Les choses dans le Kloto. Il n'y a pas eu de bourrage d'urne dans le Kloto. Les choses ont été claires. Même les gens de l'opposition, ceux de l'opposition qui se sont présentés, dès le départ, ils savaient que non, ces élections-là, ils ne pouvaient pas émerger. Et c'est la raison pour laquelle aucun d'entre eux, quand les résultats sont sortis, n'a pu parler. Je vous dis que, par exemple, dans la zone qu'on appelle Soweto, qui est chez moi à Balimé, moi j'ai mis des gars partout, qui ont été du début jusqu'à la fin, pour voir comment les élections vont se passer. Eh bien, comme je disais ici, quand les gens font quelque chose qui est bien apprécié par les populations, nos populations ne sont pas toujours dans ce clivage-là, ok, pouvoir, opposition, unir ANC, UFC, non. Si quelqu'un nous a apporté quelque chose de bon, et nous répondons à cette personne en lui renvoyant l'ascenseur. Voilà. Est-ce qu'on peut déduire, après ce que vous venez de dire, que vous êtes là en train de faire des yeux doux au parti au pouvoir? Oh, à Palimé seul suffit pour faire des yeux doux au parti au pouvoir? Non. Ce qui s'est passé à Palimé, j'en parle. Et Pierrot, vous me connaissez, hein? Je vous ai toujours dit, je n'ai pas ma langue dans ma poche. S'il y avait eu des illégalités, je leur premier à les dénoncer. S'il n'y en a pas eu, je le dis. Et justement, je me permets de dire tout le temps et tout haut, tout fort, ce qui est bon, parce que je veux m'ouvrir largement les portes pour que le jour où ça ne va pas, je puisse en parler. Mais il y a une curiosité autour de ces résultats des dernières élections. Quand vous sillonnez l'ensemble du territoire togolais, une bonne partie des Togolais se plaint. Les gens disent que ça ne va pas, qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts, que les jeunes n'ont pas de travail, que les hôpitaux sont dans des états assez difficiles. Mais comment on peut comprendre alors que les Togolais aient voté autant pour le parti au pouvoir, 108 députés sur les 113? Oui. C'est une grande première. Je crois que c'est effectivement, c'est étonnant. C'est étonnant. Moi, je me limite localement à ce qui s'est passé dans le Kloto. Mais c'est étonnant que les résultats soient ce qu'ils ont été. Mais quel est le problème? Je crois que là aussi se pose le problème de l'unité de l'union de notre opposition. On ne demande pas que l'opposition togolaise s'unisse pour présenter des candidats uniques. Mais tout au moins que l'opposition togolaise puisse s'entendre pour avoir des représentants dans chaque bureau pour superviser ou vérifier ce qui s'y passe. Moi, j'ai voté à Lomé. J'ai été dans des bureaux et j'ai demandé à Balimé. On a été dans les bureaux où il n'y avait aucun représentant de l'opposition. Mais pardon, comment voulez-vous pouvoir discuter de ce qui s'est passé si vous n'avez aucun représentant dans les bureaux? Le RPT, le parti UNIR, se targue aujourd'hui de 108 députés. À combien d'endroits est-ce que l'opposition serait en mesure de sortir des preuves palpables et des résultats qui soient contraires à ce que le parti au pouvoir affirme? C'est ça aussi. Nous sommes dans un domaine où les éléments de preuve sont fondamentaux.
et l'opposition n'a pas fait son devoir de maison. Je regrette. Si vous n'êtes pas d'accord pour présenter des candidats uniques, au moins mettez-vous ensemble pour présenter des superviseurs, des membres de bureaux électoraux uniques à des endroits, à différents endroits. Cela aiderait. Malheureusement, malheureusement. Mais si la situation demeure telle, l'opposition toujours divisée, on peut arriver peut-être demain à avoir une assemblée nationale avec 113 députés du parti au pouvoir. On est pratiquement là. On en est pratiquement là. Combien de députés de l'opposition il y a? On en est pratiquement là. 108, 113, 108 sur 113. Il y a 5 députés de l'opposition. 5 députés. C'est ça. 108 sur 113. Est-ce que ça vous fait peur? Puisque dans certains milieux, certains évoquent, oui, sans avoir peur, que nous sommes en train de retourner au parti unique. Hein. Mais c'est ce à quoi on est en train d'assister. 108 députés sur 113, ça veut dire que vous êtes à l'Assemblée, mais votre voix ne pourra pas changer les choses. C'est vrai, vous pouvez émettre des critiques. Vous pouvez contester des choses. Vous pouvez attirer l'attention. Mais votre voix ne permettra pas de changer grand-chose. Même s'ils étaient une vingtaine, ils ne changeront pas. Mais à une majorité aussi écrasante du parti au pouvoir, je crois que la démocratie togolaise est en train de se rapprocher de plus en plus d'une dictature et d'un parti unique que d'un pluralisme. Ça vous dérange? Puisque certains pensent que finalement les élections ne servent plus à grand chose. Est-ce que l'argent qui est utilisé pour organiser les élections, cet argent-là ne servirait pas peut-être à faire les routes, à équiper les hôpitaux? C'est en réalité des commentaires de certains dans les rues de Lomé. Ça m'inquiète parce que on a l'impression que le débat est en train d'être tué. On a l'impression que la contradiction est en train d'être tuée. Et donc, ce danger, c'est qu'elle ne se retrouve plus que dans la rue. Or, l'Assemblée nationale est un endroit, est un forum fondamental pour ce genre de débat, pour les débats concernant la vie d'une nation. Alors, lorsque vous ne pouvez plus avoir ce débat à l'Assemblée et que vous ne l'avez que dans la rue, le pays ne se porte pas bien. Mais justement, est-ce que c'est pas l'objectif de la 5e République, justement, puisqu'on va vers une république de régime parlementaire où les débats essentiels des débats se feront là-bas à l'Assemblée nationale? Oui, la 5e République veut les débats à l'Assemblée nationale. Si c'est les débats monopartistes, ça ne semble pas être d'une grande... Mais votre souris m'inquiète là, puisque on sait très bien que dans un régime parlementaire, l'Assemblée nationale a un rôle fondamental à jouer. Mais si vous souriez là, ça me fait peur. Ah non. Mais pourquoi est-ce que vous souriez? Je souris parce que c'est dangereux. C'est dangereux qu'on n'ait qu'un seul parti pour discuter à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que l'Assemblée nationale devient uniquement une caisse de résonance de l'exécutif. L'exécutif entendu, gouvernement et son chef. C'est-à-dire le président du Conseil et son gouvernement. L'Assemblée nationale devient uniquement leur caisse de résonance. C'est extrêmement dangereux. Ça me fait sourire, pas de joie, mais de peur. De peur et de déception. Donc, on a une Assemblée nationale dans une république avec régime parlementaire où on n'a que un seul parti. C'est extrêmement dangereux. Et quand on sait ce qu'ont été les débats parlementaires chez nous jusque-là, même lorsque le parti au pouvoir n'est pas absolument majoritaire à l'Assemblée, le fait d'avoir aujourd'hui cette situation où on a l'impression que c'est un parti unique qui est à l'Assemblée pour le régime parlementaire, c'est extrêmement dangereux. Est-ce qu'on peut conclure là, après vous avoir écouté, que c'est mal parti notre 5e République? En tout cas, on ne peut pas dire que c'est bien parti. Vous étiez ici il y a quelques mois pour éclairer la lanterne des Togolais sur les contours de ce régime parlementaire, puisque jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas compris ou beaucoup ne comprennent pas, y compris moi-même, puisque beaucoup de Togolais se posent la question de savoir, là, ce dimanche, on est dans quelle république, qu'est-ce qui est clair pour les Togolais, là, vous, personnellement, ce dimanche, qu'est-ce que vous comprenez de la situation dans laquelle on est? On est où, là? Non, on est dans une période de transition, telle que la nouvelle constitution le prévoit. On est dans une période de transition, et l'année prochaine, à la fin de l'année qui est prévue par la Constitution, on arrivera
finalement dans le régime parlementaire. Ok? On entrera de plein pied dans la 5e République. Pour le moment, c'est la transition vers la 5e République et le régime parlementaire. Et sur ce plan, je peux vous dire que le texte de la Constitution qui est sorti après le projet dont moi j'ai fait les commentaires et que vous et moi avons discuté ici le 24 mars dernier, le texte qui est sorti n'est pas meilleur que celui qui est entré. À certains égards d'ailleurs, ce texte, je crois qu'il est plus méconnaissable si on veut parler de régime parlementaire. Mais sur quel point par exemple là? Sur différents points. Par exemple, voyez, je vous parlais dernièrement de cette volonté d'accumuler des pouvoirs entre les mains du président du Conseil et de dépouiller complètement le président de la République, le rôle de président de la République, qui déjà, dans cette constitution, dans le projet de constitution qu'on avait, n'était qu'un reliquat de l'exécutif, le président de la République va inaugurer les chrysanthèmes pour l'essentiel. Mais dans le nouveau texte, il a encore été plus dépouillé. Dans le projet, on lui concédait le droit de pouvoir nommer les présidents de l'Assemblée, des généraux. On lui concédait le droit d'être le garant de l'unité nationale et de veiller au respect de la Constitution. On lui concédait un certain nombre de petites prérogatives. Et dans la nouvelle Constitution, la nouvelle Constitution votée, tout a été enlevé. C'est-à-dire aujourd'hui, le poste de président de la République tel qu'il se présente dans notre nouvelle Constitution, c'est presque une coquille vide. Et ça n'existe pas dans un régime parlementaire. Nous voulons faire le régime parlementaire, ça n'existe nulle part comme ça. Nulle part on a cette situation. Or, vous allez voir dans ce texte-là, on ne dit plus que le président de la République est garant de l'unité nationale. Or, c'est lui seul qui peut être garant de l'unité nationale parce qu'il est censé être au-dessus de la mêlée. On dit qu'il est symbole. Comment une institution peut être symbole? Une institution ne peut pas être symbole. On peut dire d'un homme qu'il est sexe symbole, qu'il est symbole de méchanceté, mais on ne peut pas dire d'une institution qu'elle est symbole de l'unité nationale. C'est un non-sens absolu. Il est garant, le président de la République est normalement garant de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution parce que ce n'est pas le gouvernement et son chef qui vont pouvoir veiller au respect de la Constitution. Il faut qu'il y ait une autorité au-dessus, impartiale, qui puisse dire de temps en temps, ça ne va pas dans le sens du respect de la Constitution. Alors, ce poste a été complètement dépouillé. Et quand vous voyez ce qui existe aujourd'hui, vous vous posez des questions. D'autre part, vous avez des éléments tels que on dit que c'est le gouvernement qui va mettre en place les tests organiques relatifs aux différentes institutions qui sont dans la... Mais c'est un non-sens. Dans un régime parlementaire, il y a séparation nette entre l'exécutif et le législatif. On ne peut pas aller confier à l'exécutif le soin de prendre les tests organiques pour mettre en place les institutions, les diverses institutions de la République. En quelque sorte, c'est créer une situation de juger parti et mettre ces institutions, qui sont des institutions normalement indépendantes, les mettre sous l'autorité directe du gouvernement et du président du Conseil. Et puis vous avez, en dehors du fait que les droits de l'homme n'ont toujours pas été intégrés directement à la Constitution, comme nous l'avons dit, mais sont toujours en annexe, vous avez dans la partie droits de l'homme des éléments qui sont extrêmement inimaginables, qui sont un peu dangereux. On vous dit qu'une association peut être dissoute par voie administrative. Ça n'a pas de sens. Les associations sont dissoutes par voie judiciaire. On vous dit qu'on peut accéder au secret on peut violer passer outre le secret de la correspondance des citoyens par voie administrative. Ce sont des éléments qu'il faut revoir. Je crois que dans la précipitation, le texte a été adopté en ignorant un certain nombre d'éléments. Et aujourd'hui que le pouvoir en place a une majorité qualifiée, je crois qu'il faudrait essayer de revoir ce texte-là avant que des manifestations de rue ne commencent à s'intéresser au contenu. Aujourd'hui, les gens s'intéressent à l'idée de complètement ignorer, ou du moins de rejeter
cette nouvelle constitution, cette nouvelle république, ce régime parlementaire. Demain, quand tout le monde se rendra compte qu'en fait, le vin est tiré et qu'il va falloir le boire, on reviendra à ça et ça va constituer des sujets de crise, des sujets de discussion, des sujets de manifestation tout le temps. Je crois que ce qui serait bon, c'est que sans être sous la pression, le régime en place lui-même revoit ce texte-là. Il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Si je veux continuer, ce serait fastidieux, on ne terminerait pas l'émission. Mais je suis prêt à mettre les éléments à la disposition pour qu'on puisse voir comment réécrire ou réaménager. Mais ce que vous êtes en train de dire là, et qui est contenu dans le nouveau texte, est-ce qu'on peut déduire aussi que c'est fait sciemment ou pas? Vous savez, je ne suis dans la tête de personne. Mais quand je vois le projet, et que je sais que le projet a été à l'initiative déjà du pouvoir en place, je ne comprends pas comment on peut être sorti avec un texte comme ça. Alors, où le projet n'était pas à l'initiative du pouvoir, et c'est le nouveau texte qui est à son initiative, où le projet était à son initiative, mais le zèle excessif et négatif a fait qu'on a abouti à un texte définitif qui n'est pas du tout, au goût du jour et de la modernité en ce qui concerne... À propos de ce texte qui porte la 5e République, vous aviez dit tantôt qu'il faudrait le revoir. Comment le revoir justement? On a la possibilité. Nos constitutions ont été modifiées plusieurs fois. Vous savez, la voie qui a permis d'adopter la Constitution peut permettre de l'amender. On peut prendre des lois modificatives de la Constitution et l'améliorer avant même que tout entre en jeu. C'est l'Assemblée qui est là actuellement, à la majorité qualifiée pour faire ce travail, pour revoir ce texte. Le président avait demandé une deuxième relecture. La deuxième relecture n'a rien donné. L'éléphant a accouché pas d'une souris mais d'une fourmi. Ça n'a rien donné. La relecture n'a rien donné. Quand on voit ce texte-là, la relecture n'a rien donné. Donc, comme on n'a pas eu l'occasion de discuter du texte et que chacun émette son avis pour qu'on l'amène en fait en référendum, je crois que quand on choisit certaines voies, il faut aller jusqu'au bout et que le pouvoir, le régime en place, doit essayer de faire revoir le texte et de le rendre un tout petit peu conforme à ce qui est dans la réalité un régime parlementaire. En retouchant une nouvelle fois la Constitution, quel message envoie-t-on aux Togolais, à l'opinion nationale? Est-ce que c'est pas, comme vous l'aviez dit il y a quelques mois ici, que les constitutions en Afrique, notamment au Togo, quand on prend l'exemple du Togo, est écrit pas sur du marbre ou dans du marbre, mais sur du sable mouvant? Oui, mais lorsque vous avez posé un acte et que vous vous rendez compte que en fait les éléments ne sont pas, ne tendent pas vers le parfait n'étant pas de la dimension de l'homme, vous rectifiez. Et c'est aussi à votre avantage. Ok? C'est à votre avantage. Ça dit pour une fois que le pouvoir même puisse se dire, oh, effectivement, il y a quelques lacunes dans ce texte, on les améliore avant même de commencer l'application stricte. Ce serait une bonne chose, ce serait un avantage. Ce serait exceptionnel, ce serait pour une fois, ce serait une première, mais ce serait à l'avantage du pouvoir. Et parce que les Togolais se diront, ah, ce qu'ils ont constaté, qui est négatif, ils l'ont déjà rectifié eux-mêmes. Plutôt que d'attendre que les gens commencent et qu'on ait des crises et qu'on se mette enfin à table pour pouvoir procéder à ces rectifications. Bien, merci. Nous sommes toujours au début de l'émission, malheureusement, puisque j'avais dit au début de l'émission que nous allons évoquer un certain nombre de sujets en lien avec votre personne. Et nous avons un quatrième sujet, c'est Monseigneur Nicodème Bariga, que vous connaissez sans doute pour avoir témoigné à la CVJ, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il a été inhumé, des hommages officiels lui ont été rendus. Comment réagissez-vous à cette actualité liée à Monseigneur Nicodème, que les Togolais, beaucoup de Togolais pleurent d'ailleurs? D'abord, j'ai été très triste. J'ai été très triste d'apprendre le décès de Monseigneur Nicodème Bariga. Je n'ai appris sa maladie d'ailleurs que très tardivement. C'est quelqu'un à qui je rendais visite souvent avant. J'ai appris sa maladie très tardivement à une réunion de l'OCDI, dont je suis le représentant de Cloto. Et j'étais très touché, très choqué. Il était déjà évacué à l'étranger.
Et franchement, j'ai été profondément touché et Bâtir le Togo a été profondément touché. Bâtir le Togo rend un grand hommage à cette personne qui est une personne de grande qualité, de grande valeur et qui a rendu de nobles services pour le Togo. Même si le travail de la CVJR qu'il a conduit n'a pas vu ses résultats totalement traduits dans la réalité, je crois que Monseigneur Baliga a été quelqu'un qui a fait un travail immense, non seulement la CVJR, mais des réconciliateurs, de modérateurs. Je me rappelle, au moment où Pascal Bodiona était poursuivi dans cette histoire de l'Emirati, dans le cabinet dans lequel j'étais m'a chargé de ce dossier parce que l'Emirati ne parle pas anglais, c'est moi qui parlais anglais dans le cabinet, j'en ai été. Monseigneur Baliga m'a eu en tête-à-tête avec Bodiona et nous avons discuté. Et je lui ai dit, Monseigneur, soyez rassuré d'une chose, si M. Bodiona n'a pas commis les choses qu'on lui reproche, la main de Jean Degui ne servira pas à faire de l'injustice pour venir condamner ce monsieur. Soyez certain qu'à la fin de ce processus, si c'est moi qui suis toujours l'avocat, en tout cas qui suis toujours le représentant du cabinet pour défendre cet Émirati, ce que M. Pascal Bodiona n'a pas fait, personne ne le mettra sur sa tête. Et je suis resté sur cette position. Et après, lui et moi, on a eu l'occasion d'en discuter. Je lui ai dit plein de choses que je ne peux pas vous dire ici, mais il savait compter sur moi qu'il y a des choses que je ne ferai pas. C'est quelqu'un qui a de la compassion pour les gens. C'est quelqu'un qui a de l'amitié pour les gens. C'est quelqu'un qui a le respect de la dignité humaine. Et nous lui rendons vraiment hommage pour ce qu'il a été. Que Dieu ait son âme. Le pouvoir aussi a rendu hommage de façon officielle à ce prix-là. Cela témoigne, sans doute, comme vous l'avez dit, de la grandeur, de la personnalité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne crois pas que le chef de l'État aurait fait autre chose. C'est le chef de l'État, l'a sollicité, il a accepté de rendre service à la nation. Et je crois que son travail a été apprécié par le président de la République. Donc c'est normal que le gouvernement lui rende hommage pour l'institution qu'il a représentée, mais également pour l'homme qu'il a été avec les qualités qui ont été les siennes. Quand on évoque Monseigneur Nicodème Baliga, l'institution qu'il a représentée, ce qu'il a pu apporter au Togo, et quand on vous évoque, puisque vous avez pu passer devant la CVJR, vous avez aussi connu un autre Monseigneur, c'est Monseigneur Kodro. Lui aussi, il a rendu d'immenses services à la nation togolaise. Mais il n'a pas eu les hommages officiels. Certains se sont posé des questions. Vous, aujourd'hui, à la lumière de l'actualité de ce qui vient de se passer, quelle est votre conclusion? Que c'est peut-être les dernières prises de position de Monseigneur Kodro qui ont fait que finalement, lui n'a pas eu droit aux hommages officiels? Non, c'est clair, ce sont ces dernières prises de position, c'est son positionnement à un moment donné qui ont fait que les hommes que nous sommes, le gouvernement, en tout cas le chef de l'État et le gouvernement n'ont pas cru nécessaire de lui rendre des hommages. Il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, cet être-là, ce prélat-là, a représenté quelque chose de très important dans la mémoire collective des Togolais, dans la vie politique togolaise. Quand on regarde toujours l'Église catholique, il y a eu Monseigneur Kodro qui est mort cette année, Monseigneur Baliga, et puis il y a une autre figure, je vais revoir le nom dans un instant, qui est mort cette semaine, la semaine passée, et puis d'autres personnalités sur cette année qui ont quitté, notamment l'ancien Premier ministre Agbemi Kodjo. Mais qu'est-ce qui se passe? La mort s'est invitée là, au Togo, notamment dans le milieu des personnalités connues. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Non, il n'y a pas d'explication, d'autre explication à donner que le fait que nous sommes des passagers. À un moment donné, on descend du train, qu'on le veuille ou pas. Quand la Providence, ou quand le Créateur, quand le grand architecte le veut, nous descendons du train. Nous sommes des marchands, des commerçants sur un marché. Chacun vient vendre pour un certain temps, et puis après il s'en va. Sa marchandise est terminée. Leurs marchandises sont terminées. On leur a demandé de descendre du train, ils sont descendus. Tout comme moi, je descendrai demain, tout comme vous, vous descendrez demain. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le considérer. Quelque part, quand on prend l'image du train, est-ce qu'on peut dire que dans certains pays, notamment chez les Blancs, mais aussi dans tous les grands pays démocratiques, on l'a beaucoup plus compris que nous, parce qu'on a l'impression que même dans ces pays-là, il y a ce qu'on appelle le social.
pour que celui qui n'a pas beaucoup ait aussi un peu. Même dans nos pays, on constate quand même qu'il y a certains qui sont immensément riches et puis un jour ils disparaissent, ils laissent tout derrière. Et puis il y a d'autres qui cherchent le minimum, qui ne trouvent pas et qui un jour aussi vont disparaître. C'est pour ça qu'il faut que nous nous battions. Vous savez, la boulimie de l'avoir ne mène nulle part. L'être est meilleur que le paraître et que l'avoir. C'est très important. Vous savez, il faut que nous continuions de nous battre pour que les plus humbles soient un peu plus élevés et que les plus élevés acceptent de s'abaisser un peu. C'est toute la problématique de nos sociétés. Les gens accumulent. Ils oublient qu'un jour ils s'en iront. Pierrot, dans un bâtiment, dans une maison de 20 chambres, dans combien de chambres pouvez-vous dormir au cours d'une nuit? Dans une seule. Ok? Dans une seule, vous pouvez dormir au cours d'une nuit. Et lorsque, au cours de la nuit, vous voulez dormir, vous dormirez sur combien de lits? S'il y en a 2 dans la chambre, vous ne pourrez dormir que sur un seul lit. Si vous voulez vous réveiller d'un lit pour aller dans un autre, ça veut dire que vous allez couper et perturber votre sommeil. Et sur le lit, dont vous allez dire il est de 3 places, de 4 places, de 5 places, de 2 places, à combien d'endroits vous pouvez vous tenir à un moment donné? Vous ne pouvez occuper qu'une seule place. Si les êtres humains pouvaient comprendre ça, la course pour la richesse, pour les biens, nous comprendrons qu'elle n'est pas aussi importante que ça. Et la nécessité de tendre la main à ceux qui sont les moins nantis, nous le comprendrons. Et c'est la raison pour laquelle moi, comme vous le savez, j'aime toujours m'occuper des démunis, des enfants des démunis, des enfants des orphelins, de les scolariser, parce que je me dis, ayant vécu dans la presque misère de mon enfance, je comprends les difficultés de ces enfants, il faut leur tendre la main. Voilà. Bien, merci, maître Jean Desgris. Je parlais tantôt de la disparition d'un des derniers responsables au niveau de l'église catholique, c'est le révérend Paul Améganchi. Il est le responsable du sanctuaire de Covier. Il est actuellement 12h47 et c'est une tradition qu'après 45 minutes, les auditeurs puissent vous poser des questions. Si vous nous écoutez le soir, il serait sans doute 19h47 puisque l'émission est rediffusée dans la soirée pour les auditeurs. Et puis aujourd'hui, maître Jean Desgris, vous êtes gâté puisque nous diffusons là cette émission en live sur TikTok et puis en même temps sur Facebook. Des milliers de Togolais sont en train de vous suivre à Lomé, à l'intérieur du Togo, en Afrique, mais aussi un peu partout dans le monde. Beaucoup de commentaires sont faits à votre sujet, puisque certains vous ont connu depuis les années 90. Nous ferons le plaisir de partager certains de ces commentaires tout à l'heure dans le direct. Nous allons au téléphone pour ceux qui aiment poser des questions. Je rappelle les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70.